bienvenue. Je me présente. Moi, c'est Marie-Michel Rancourt. Je suis organisatrice communautaire au réseau Solidarité Itinérance du Québec. Ça me fait plaisir de vous animer aujourd'hui. Dans le fond, je vais être là pour gérer le temps. Donc, Philippe Benoît et Ariane, si j'ai besoin de vous taper sur les doigts, sachez que c'est pas parce que vous faites pas bien ça, c'est parce qu'on va manquer de temps. Dans le fond, je vais animer là aussi, donner les tours de parole pour la période de questions. Donc, n'hésitez pas à lever la main, comme vous savez si bien le faire maintenant en ligne. Puis, vous pouvez aussi déposer des questions dans le chat là, tout au long de la rencontre. Comme ça, on va pouvoir lui y répondre après. Donc, le titre du webinaire aujourd'hui, c'est Expérience de stigmatisation et de discrimination chez les hommes en situation d'itinérance. Je vais laisser la parole à Céline Bello pour une petite mise en contexte là, pour les consignes techniques et tout. Donc, à toi, Céline. Merci Marie-Michel. Donc bonjour tout le monde. Quelques consignes, techniques. On fermez les micros pendant les présentations. Juste la période de la présentation est enregistrée, donc on va fermer l'enregistrement au moment de la période de questions. Donc n'hésitez pas à réouvrir, à poser vos questions dans les chats, à réouvrir vos caméras à ce moment-là, pour vos questions. On a l'habitude à l'Observatoire de commencer nos webinaires par une reconnaissance territoriale que nous avons développée avec les organisations autochtones partenaires de l'Observatoire. Donc, nous reconnaissons au sein de l'Observatoire que l'Université de Montréal, qui est le lieu principal de l'Observatoire, est située en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé, que Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. Dès lors, nous, membres de l'Observatoire des profilages, nous nous engageons à défendre les principes de solidarité et de respect aux côtés des premiers peuples dans la communauté et dans nos activités. Donc, merci beaucoup. Juste quelques mots sur l'Observatoire. L'Observatoire, c'est donc une structure de recherche partenariale qui rassemble une trentaine de chercheurs, une vingtaine d'organismes en défense des droits et une cinquantaine d'étudiants des différentes universités québécoises. On a comme objectif de recherche et de mobilisation des connaissances, de s'intéresser aux pratiques de profilage, aux expériences de profilage et aux moyens de lutter contre les profilages dans toutes sortes de secteurs, justice, police, prison, aide sociale, santé et services sociaux et immigration. Donc voilà, donc merci Philippe Benoît, Ariane pour cette proposition de webinaire. C'est le dernier de la saison. Il y a un premier, il y a un dernier. Vous êtes les derniers. On aurait aimé que ça soit dans une journée de printanière, mais bon, c'est une journée d'hiver encore. Webinaire. Tous les webinaires sont placés après leur enregistrement sur le site web de l'Observatoire si vous souhaitez aller en voir. Et puis, on vous invitera à vous inscrire à l'infolette si vous voulez avoir des idées des prochains webinaires qui recommenceront à l'automne. Bon webinaire! Merci beaucoup, Céline. Nous avons aujourd'hui l'honneur d'avoir avec nous Philippe Benoît Côté, qui est professeur en sexologie à l'UQAM, et Ariane Brisson, qui est étudiante à la maîtrise en sexologie également à l'UQAM. Donc, à vous la parole pour une cinquantaine de minutes. Super, parfait. Ben, merci de partager mon écran. C'est bon, ça fonctionne? Vous voyez les épaules? Oui, ça fonctionne. OK, parfait. Donc, merci en fait de nous recevoir, là. Ariane et moi, on va vous présenter des constats qui sont tirés en fait de notre projet qu'on a mené sur les hommes en situation d'itinérance. Le projet est pratiquement terminé. Là, on est vraiment dans une phase d'analyse, de diffusion, en fait, là, mais les données ont déjà été recueillies et pas mal analysées. Et aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur une des thématiques en fait qui a émergé des données, donc la question de la stigmatisation et la discrimination vécue chez les hommes. Alors, petit plan de présentation, on a organisé notre présentation là, en trois blocs. Donc, un premier bloc, plus de mise en contexte. Là, vous allez voir, là, je vais y aller assez rapidement sur les objectifs, en fait, c'est du projet de recherche. Mais je pense que c'est important quand même d'un peu de camper d'où vient le projet, avec aussi des objectifs de présentation.
Je vais passer aussi quelques temps sur les concepts clés, donc un peu le cadre conceptuel qui nous a aidé là, à analyser les données pour, vous allez voir, on va faire des liens là, tranquillement avec les concepts et avec les données qu'on a recueillies, et quelques mots aussi sur la méthodologie, donc les personnes qu'on a rencontrées. Le gros vraiment de la présentation, là, c'est le deuxième bloc, là, donc ce qu'on appelle le résultat. Donc, on a divisé ça en 3 thèmes, là, les expériences de stigmatisation et de discrimination qui ont été rapportées par les hommes. Toute la question aussi de l'impact subjectif, donc comment ces expériences-là ont été vécues là, dans les processus d'intériorisation chez les hommes, et aussi les stratégies. Donc, quel genre de stratégie les hommes nous ont dit mettre en place pour gérer, contourner en fait ces différentes expériences là, de stigmatisation et de discrimination. Puis en conclusion, ben, on va terminer avec quelques constats là, pour un peu le wrapper l'ensemble de la démarche qu'on a menée. Et Ariane va terminer avec quelques pistes de réflexion sur la prévention et l'intervention. Donc, pour la mise en contexte, je pense que c'est important de commencer par des remerciements, remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué là, au projet de recherche. Vous voyez, c'est une équipe de recherche assez vaste, là, avec des personnes aussi issues de différents milieux, donc milieu de la recherche, mais aussi milieu des pratiques. Et aussi, on avait des hommes là, avec des expériences de vécu qui ont participé avec nous là, dès le début là, du projet, puis qui nous ont permis là, vraiment d'orienter, de réfléchir là, aux constats qu'on a pu identifier. Donc, on remercie l'ensemble des personnes qui ont participé de près ou de loin. Donc, c'est un projet qui a été financé par le FQRSC dans le programme d'action concertée sur la pauvreté et l'exclusion sociale. Et nous, dès le départ, on a voulu mettre en place là, une démarche participative, qualitative à ce projet-là. Puis bon, là, vous avez vu là, que c'est la vaste équipe de recherche, là, c'est un peu ça, là, cette idée d'aller chercher en fait l'implication de plusieurs personnes pour avoir les différents points de vue. Mais on avait aussi vraiment une volonté de mettre en place une démarche qualitative. On va en parler tantôt, mais on est allé chercher vraiment là, les points de vue, là, les expériences des gens concernés. Donc, on a mené des groupes de discussion avec des personnes intervenantes. Puis on va se concentrer aujourd'hui sur le point de vue là, des hommes, en fait, qu'on est allé rencontrer. Aussi, le projet, en fait, on avait une vision de vouloir un peu éclater un peu le modèle hégémonique, justement, de l'itinérance chez les hommes. Donc, on avait vraiment une volonté de vouloir aller plus loin que la figure souvent représentée du hobo, du clochard pour parler des hommes. Probablement que vous avez en tête c'est l'image d'un homme couché sur un banc de parc avec une bouteille d'alcool, qui est évidemment une figure, une réalité là, bien présente quand même dans le portrait de l'itinérance chez les hommes, mais on voulait aussi l'éclater, cette vision-là, parce que, on sait là, quand même depuis plusieurs années, là, les différentes données scientifiques, mais aussi les observations terrain là, qui nous montrent que le portrait de l'itinérance s'est transformé, a évolué. On parle de plus en plus de diversité de visages, de réalité, mais c'est le cas aussi chez les hommes. Donc, les hommes en situation d'itinérance ont aussi en fait des portraits multiples, puis on voulait aller chercher en fait cette composante-là. C'est vraiment un des objectifs qu'on avait de ce projet-là, là, de tenir compte, de comprendre la pluralité des profils d'itinérance, sans s'intéressant aussi aux trajectoires de vie des hommes. Puis un autre objectif aussi du projet, c'était essayer de réfléchir, essayer de construire en partenariat une vision peut-être un peu plus élargie, peut-être de l'intervention avec un regard aussi sur la prévention en lien avec l'itinérance chez les hommes. Donc ça, c'était pour le grand projet. Puis aujourd'hui, en fait, comme j'ai mentionné tantôt, on va vraiment tirer sur la composante plus stigmatisation, discrimination. Puis là, je vous ai mis un peu là, les objectifs qu'on s'est donnés, là, donc de vraiment comprendre c'est quoi là, les expériences de stigmatisation, de discrimination que les hommes qu'on a rencontrés ont rapporté avoir vécu. Toute la question aussi de l'influence des rapports de genre, vous allez voir, je vais faire un lien dans pas très longtemps, dans quelques diapos, sur toute la question de la masculinité hégémonique, comment ce rapport de genre peut venir influencer finalement les expériences de stigmatisation, de discrimination. Puis comme j'ai mentionné aussi tantôt, on veut comprendre aussi comment les hommes mobilisent en fait différentes stratégies en fait pour essayer de réagir, de contourner, de résister finalement à ces expériences de stigmatisation et de discrimination. Alors, pour le cadre conceptuel, on a mobilisé en fait 3 grands concepts qui nous ont vraiment orientés là, pour
pour la collecte de données, mais je dirais principalement pour l'analyse de données, puis particulièrement pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, on gravite autour du concept de stigmatisation, de masculinité hégémonique et de stress minoritaire. Je vais prendre juste un petit moment juste pour expliquer là, les concepts tels qu'on les a conçus et mobilisés dans la présentation d'aujourd'hui. Vous allez voir, ça va vous permettre de faire des liens dans la présentation. Donc, la notion de stigmatisation, mais je pense que c'est une notion qui est quand même bien connue, là, autant des milieux de pratique que des milieux de la recherche. Ici, la définition qu'on mobilise, elle provient de Fayard et Fortin, qui définit en fait la stigmatisation comme un processus dynamique d'évaluation qui discrédite significativement un individu aux yeux des autres. Donc, on est vraiment ici dans une approche interactionniste symbolique. Donc, il y a vraiment toute cette idée en fait que la stigmatisation, ben, ça prend des gens autour de nous pour participer à ce processus de stigmatisation-là. C'est le regard que les personnes à l'extérieur portent sur notre propre réalité. La stigmatisation se veut fortement un processus qui va venir discréditer, donc d'évaluer négativement, en fait, notre identité, notre représentation, notre conception. Ce qui est intéressant aussi dans ce concept-là, c'est que c'est un concept qui mobilise différents mécanismes. Donc, c'est la question de la perte de statut. Donc, ici, on est vraiment dans une idée là, comme c'est marqué, de hiérarchisation descendante, mais c'est vraiment l'idée là, ici de discrédit, en fait, qui est amené avec le processus de stigmatisation. C'est vraiment l'idée de statut moindre, en fait, qu'on va accorder à certaines personnes. L'autre mécanisme aussi vraiment important, c'est l'idée de discrimination. Donc, la stigmatisation peut mener vers des processus de discrimination. Puis ici, bon, la discrimination, c'est quoi? C'est des comportements, des actions qui sont posées là, à l'égard de certaines personnes, qui va faire en sorte que certaines personnes n'auront pas accès à des ressources, à des privilèges, par exemple, dans nos sociétés. Puis, c'est souvent posé en regard différencié là, selon l'appartenance, selon des enjeux minorisés, posés à l'égard de certaines personnes. Ce qui est aussi intéressant, je trouve, avec cette idée de stigmatisation, c'est que on ne voit pas non plus les personnes uniquement comme des personnes passives face à leur environnement. Là. Il y a toute une réflexion qui est menée par plusieurs auteurs, autrices depuis longtemps sur l'idée qu'on résiste, on mobilise en fait des stratégies de résistance à l'égard des différentes formes de stigmates, ce que Snow Anderson appelle là, les techniques en fait pour contrôler là, les interactions troublées. Là. Donc, il y a vraiment cette idée là, de stratégie. Donc, on voit vraiment aussi les personnes comme étant actives en fait, dans le processus pour essayer de réagir à ce qui se passe. Et vous allez voir, on va y revenir, mais on a mobilisé cette réflexion-là dans notre analyse. L'autre concept important, c'est celui de masculinité hégémonique, qui provient vraiment là, des perspectives sur les études de genre, donc provient vraiment de la conception de Connell, qui s'est intéressé aux différentes formes de masculinité pour comprendre les rapports de genre dans une société patriarcale. Puis l'idée, en fait, qu'elle propose ici, c'est que son concept de masculinité hégémonique, ça permet, en fait, de tenir compte des configurations de pratiques de genre qui viennent légitimer, en fait, le patriarcat. Puis ça peut prendre différentes manifestations, là, dépendamment là, des sociétés, de l'évolution aussi des sociétés, bon, des espèces d'éléments culturels aussi. Mais grosso modo, dans notre société actuelle, cette configuration-là hégémonique, en fait, de la masculinité tourne beaucoup autour des caractéristiques de succès, de réussite au travail, d'autonomie, d'indépendance, de force, d'agressivité qu'on va valoriser, en fait, pour la masculinité. Puis toutes ces pratiques-là, en fait, viennent positionner les hommes comme position justement de domination et va venir amener les femmes à se retrouver dans des positions de subordination. Fait que la masculinité hégémonique est vraiment intéressante parce qu'elle est aussi en tension avec d'autres formes de masculinité, comme la masculinité marginalisée ou la masculinité subordonnée. Ce qui veut dire en fait que ce concept-là est assez intéressant parce que c'est marqué par des rapports de pouvoir en fait constamment entre les hommes et les femmes, entre la masculinité et la féminité, mais aussi entre les hommes eux-mêmes. C'est beaucoup là-dessus qu'on va tirer là, dans la présentation. Vous allez voir là, comment les hommes en fait se situent constamment à ce modèle hégémonique de la masculinité, puis comment ça se traduit en fait dans les processus de stigmatisation. Le dernier concept qu'on a mobilisé, c'est celui du stress minoritaire. Probablement aussi, c'est un concept que vous connaissez. Là, ça provient vraiment de la théorie de Meyer qui visait en fait à comprendre les impacts psychologiques de l'hétérosexisme dans notre société. Ce que Meyer proposait comme réflexion, c'est de se dire, bon, il y a des environnements, là, les environnements sociaux là, peuvent exercer évidemment du stress,
il n'y a rien de nouveau ici comme réflexion, mais ce qui est assez intéressant, c'est de se dire que pour certaines catégories de personnes, des personnes minorisées dans notre société, vont être confrontées en fait à du stress unique, particulier, spécifique, qui est appelé en fait le stress minoritaire. Donc, c'est des personnes en fait qui sont confrontées à vraiment des enjeux ciblés là, en réaction à une société marquée par des rapports de pouvoir et des systèmes de pression. Ça va se traduire par des facteurs digitaux. Donc, c'est vraiment comment l'environnement social va mobiliser la stigmatisation, la discrimination à leur égard. Et ça peut se transformer aussi dans des facteurs plus proximaux. Donc, comment les personnes vont réagir par rapport à ces enjeux digitaux par des mécanismes cognitifs, donc perception négative de soi, des stratégies de rumination qui vont finalement probablement amener davantage de détresse, de problèmes de santé mentale par la suite. Donc, c'est un modèle qui est assez intéressant, qui s'adresse davantage aux personnes minorisées. Puis les trois grands concepts, donc stress minoritaire, masculinité hégémonique et stigmatisation, ben, vous allez voir, là, on les a articulés là, constamment dans notre analyse. Rapidement, en termes de méthodologie, ben, j'en ai parlé tantôt, là, notre projet de travailler à mobiliser en fait là, des cours de discussion avec des intervenants intervenantes. Et là, pour aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les entrevues individuelles qu'on a menées. On a rencontré en fait 43 hommes en 7 régions au Québec. On a mené des entretiens individuels avec ces hommes-là entre avril 2021 et juin 2022. Vous le voyez aussi en termes de caractéristiques, l'âge moyen de 43 ans. Puis évidemment, pour faire écho à notre objectif de départ qui était d'avoir des profils diversifiés, on a essayé de mettre en fait en place des mécanismes pour aller chercher là, des hommes avec des caractéristiques diverses, multiples. Donc, on a recueilli en fait des témoignages de 5 hommes issus de l'immigration, 3 hommes autochtones, 5 hommes anglophones, 11 hommes issus de la diversité sexuelle et pluralité de genre, et 10 hommes ont rapporté aussi des incapacités physiques. Vous allez voir aussi, ça va transparaître un peu dans les résultats. Puis rapidement, pour le processus d'analyse, on a vraiment procédé à une analyse thématique au début, là, puis tranquillement, là, on a essayé d'associer les thèmes avec des concepts théoriques un peu plus formels, puis ça nous a permis là, d'avoir une analyse un peu plus conceptualisante par la suite. Donc, en termes de résultats, ce qu'on a identifié dans un premier temps, c'est que rapidement, là, quand on faisait l'analyse sur la question de la stigmatisation et de la discrimination, ce qu'on voyait, c'est que les hommes, en fait, ont rapporté vraiment de multiples formes, tout plein, en fait, d'expériences, en fait, de stigmatisation, de discrimination dans leur trajectoire de vie, beaucoup en lien avec l'itinérance. On va y revenir après. Ce qui est assez marquant, c'est que ces expériences-là de stigmatisation et de discrimination se croisent, en fait, à de multiples reprises, en fait, dans leur trajectoire de vie. Puis à chaque fois, en fait, ça leur renvoie une image, évidemment, dévalorisante d'eux-mêmes, qui est le propre, en fait, du processus de stigmatisation. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'à chaque fois, ça tire, en fait, sur cette image, en fait, de la masculinité hégémonique. Donc, il y a vraiment un rapport à la masculinité à chaque fois qui est mobilisé, en fait, dans leur expérience de stigmatisation et de discrimination. Un des enjeux qui a vraiment ressorti sur ces expériences de stigmatisation, c'est l'enjeu lié à l'itinérance, en fait, comme contexte de vie, qui est marqué, en fait, par plein de formes de stigmates, processus d'étiquetage, en fait, qui renvoie aux hommes qui se retrouvent, en fait, dans un contexte de vie, dans des conditions de vie qui sont repoussantes, dévalorisantes. Vous allez voir, là, je vais présenter un peu la réflexion, mais à chaque fois, c'est comme si les stigmates, en fait, qui ont été nommés par les hommes, auxquels ils ont l'impression d'être accolés à chaque fois, c'est des visions très, très réductrices, en fait, de leur réalité. C'est comme si on focalisait sur un seul point sans tenir compte, en fait, de l'ensemble des enjeux que ces hommes-là peuvent vivre. Puis à travers l'analyse qu'on a faite, on a vraiment identifié, les hommes, en fait, nous ont présenté 3 grands stigmates, en fait, qui reviennent constamment, en fait, dans leurs expériences. Le premier stigmate qui a été mentionné, c'est celui de la psychose ou de la maladie. Donc, toute l'idée, en fait, que les hommes en situation d'itinérance sont marqués, en fait, par des défis, des problèmes de santé mentale, comme si c'était une association qui était faite presque automatiquement, en fait, dans le regard qui leur est accolé. Ce que les hommes mentionnaient aussi, c'est que ce stigmate, en fait, de maladie, de psychose, provenait beaucoup, en fait, des professionnels, en fait, du système de santé, là. Puis ça devenait vraiment un peu comme
un entonnoir où comme si tout se réduisait finalement aux enjeux de santé mentale. Puis on le voit là, dans le témoignage ici, Frédéric il dit j'étais rentré à l'hôpital avec mes jeans, c'est mes vêtements que je mettais pour peinturer. À tous les jours, je prenais mon crayon feutre puis je continuais mon design sur mes jeans. Pour eux autres, j'étais en psychose. Moi, je faisais juste passer le temps. C'est écrit dans mon dossier. Et ce qui explique par la suite, c'est que tout ce qu'il faisait par la suite, peu importe ce qu'il disait, il avait l'impression que c'était toujours porté au regard des enjeux de santé mentale ou du diagnostic qui avait été accolé. Puis à chaque fois, ben, peu importe ce qu'il faisait, ben, c'était toujours lié avec des enjeux de maladie, de psychose à chaque fois. Euh, puis ben, en fait, il y avait l'impression que ben, c'était pas tout le temps vrai, puis c'était pas tout le temps juste, puis c'était pas tout le temps relié avec tout ce qu'il faisait. L'autre grand stigmate qui a été vraiment identifié par les hommes, c'est celui du stigmate de drogué. Donc, toute la question, ça a été mentionné par les hommes, là, cette idée que les hommes en situation d'itinérance se retrouvent dans une consommation de substances prégnante, intensive, marquée par des rapports de dépendance, comme si en fait tous les hommes en situation d'itinérance consomment différents types de substances. Puis un peu de la même façon que pour les enjeux de santé mentale, là, ce que les hommes disaient, c'est que c'est comme si c'était un préjugé en fait à la base qui était déjà identifié. Puis ça vient teinter en fait l'ensemble des interventions qui vont être faites par la suite. C'est un peu ça que Jean-Marie raconte ici. J'ai eu une hernie discale, ils m'ont jamais donné de pilule pour la douleur. J'ai souffert pendant 1 mois et demi de temps. Il y a des médecins qui pensent que les PS, c'est tous des drogués. Ce qu'il raconte, c'est que ben, lui, en fait, c'est pas un homme qui consomme, en fait, là, puis d'emblée, en fait, là, les médecins, parce qu'il était tagué itinérance, ne voulaient pas lui donner accès à de la médication. Puis ça a été vraiment complexe là, dans sa trajectoire pour de faire reconnaître qu'il avait mal, qu'il avait besoin, en fait, d'outils biologiques, là, des médicaments pour l'aider en fait, à l'accompagner à travers tout ça. Et ce qui est assez marquant, c'est que nous, en fait, les hommes qu'on a rencontrés, pas tous les hommes qu'on a rencontrés qui nous ont mentionné de la consommation de substances. Certains hommes disaient qu'ils consommaient pas, qu'ils ne voulaient pas consommer, qu'ils n'ont jamais consommé de leur vie. Puis même le regard porté aussi sur la consommation de substances était assez différent de cet enjeu de stigmate, en fait, qui est posé sur eux, là. Certains hommes disaient que ben, la consommation de substances était vraiment vue comme une stratégie palliative par rapport à différents enjeux, notamment des enjeux de santé mentale, mais aussi des souffrances, de la détresse vécue dans leur trajectoire de vie. Puis ce qui était assez un peu ironique, c'est que les hommes aussi mentionnaient que la consommation de substances, des fois, émergeait en réaction à ce processus aussi de stigmatisation, de se faire accoler comme drogué, comme malade mental, par exemple, ben, ça devient lourd, puis ça crée de la détresse. Puis les hommes disaient ben, que des fois, il y avait besoin de consommer, en fait, pour s'aider, en fait, c'est un peu comme une béquille pour faire face à ce genre de processus de stigmatisation. Puis le dernier stigmate qui a été mentionné, c'est cette idée là, de personnes violentes, dangereuses dans le contexte de l'itinérance. Donc, les hommes vus comme des dangers, en fait, pour autrui. Et on le voit, le témoignage de Frédéric qui dit, là, parce qu'on est itinérant, bon, on est des voleurs, on va battre les vieilles, les personnes âgées. Puis au contraire, moi, je faisais du bénévolat dans un centre pour personnes âgées. J'allais aider à faire le lavage. Mais l'idée, c'est qu'ils ont l'impression, en fait, que le regard qui est porté sur eux, c'est un regard de dangerosité. Puis encore là, ça teinte l'ensemble des interventions qui vont leur être proposées. Puis on va le voir après, là, mais certains hommes vont se faire aussi exclure de certaines ressources d'emblée parce qu'on a l'impression qu'ils vont poser des dangers pour autrui. Puis il y a toute la question aussi de la violence aussi qui est assez quand même nuancée là, dans leur trajectoire. Là. Certains hommes disaient qu'ils ont été confrontés dès leur jeune âge là, à tout plein d'expériences de violence familiale, par exemple. Dans certains cas, même, ils ont appris très tôt là, à mobiliser la violence comme stratégie pour se défendre face à une famille toxique, violente. Puis tout le rapport aussi à la criminalité, en fait. Là, certains hommes disaient que ont été un peu happés, en fait, par le milieu criminel très tôt, en fait, dans leur vie, comme si, en fait, le milieu criminel devenait un peu un espace d'appartenance, un milieu d'appartenance, en fait, en réaction finalement à des familles, par exemple, qui les ont exclus. Ce qu'il racontait, c'est que dans ce milieu criminel, ben, la violence, c'est nécessaire, puis en plus, pas juste nécessaire, c'est valorisé, en fait. Donc, il y a un point de tension là, qui est mis entre, ben, on est accolé dangereux, mais en même temps, on l'a appris aussi très tôt dans notre vie à produire cette forme de violence. En réaction à ces expériences de stigmatisation, les hommes ont parlé de multiples formes de discrimination dans leur trajectoire de vie.
Ce qui a beaucoup émergé, c'est toute la question, en fait, là, d'expérience, de profilage social qui mène à la précarité économique, la précarité domiciliaire, euh, notamment en lien avec les propriétaires, en lien avec aussi les employeurs qui pouvaient justement mobiliser des préjugés, tout le processus de stigmatisation qui va être mobilisé, en disant, ben, on rencontre en fait un homme qui est dans une situation de précarité, donc c'est un homme qui est dangereux, c'est un homme qui est drogué, qui est en psychose, donc on ne va pas lui donner un emploi, on ne va pas lui donner un logement. Encore plus si c'est des hommes qui ont un dossier judiciaire, donc ça se rajoute en fait dans les barrières supplémentaires. Toute la question aussi du profilage de la part de la police, là, qui a été pas mal mentionnée par des hommes en disant qu'ils avaient beaucoup l'impression en fait que quand ils se retrouvent dans l'espace public, ils se retrouvent un peu comme sous surveillance en fait. C'est comme si c'est tout le temps la police pas trop loin en fait qui va venir rôder pour les surveiller, pour contrôler ce qu'ils sont en train de faire, avec l'idée qu'ils sont potentiellement dangereux, qu'ils vont potentiellement agresser d'autres personnes. L'autre élément sur la discrimination, ben, c'est la question du bris de confiance dans certains espaces de soutien. Puis là, ce qui est mentionné ici, c'est beaucoup en lien avec les milieux familiaux, là, en disant que ben, les liens avec la famille sont teintés souvent, dans certains cas, de soutien, mais d'autres fois, ce soutien-là va se détériorer parce que c'est comme si les membres de la famille commencent à intervenir auprès d'eux avec un regard stigmatisant. En fait, c'est comme s'il y avait une récupération de la famille des fameuses étiquettes en lien avec l'itinérance chez les hommes, là, donc drogués, problèmes de santé mentale, violents, dangereux. Ça devient des barrières supplémentaires. Puis bon, ce que les hommes disaient, c'est qu'à un moment donné, on a l'impression que la famille les laisse tomber parce que ben, ils portent sur eux un regard très dévalorisant. C'est comme si la famille ne veut plus les avoir avec eux pour intervenir pour les suivre. Et le dernier élément sur cette thématique-là, donc ce qu'on a identifié aussi, c'est que les hommes minorisés vivent des réalités particulières, supplémentaires. Ce qu'on voit, c'est que les hommes minorisés dans notre étude sont confrontés à tout ce qu'on vient de nommer là, sur les expériences de stigmatisation, mais en plus vont être confrontés à des stresseurs, à du stress supplémentaire, en fait, qui est vraiment en lien avec le stress minoritaire, qui vient amplifier, en fait, leurs différents processus d'exclusion. Donc, les hommes nous ont parlé là, d'expériences d'homophobie, de transphobie, de racisme, de xénophobie, de capacitisme, qui s'ajoutent, en fait, sur les autres expériences de stigmatisation. Puis, bon, rapidement, là, ici, on voit là, Justin, là, qui est un homme trans, qui raconte que lui a eu accès à un moment donné à un emploi, puis que, bon, voilà, la patronne, en fait, avait compris, avait su, en fait, que c'était un homme trans. Puis là, ben, d'un coup, là, Justin se retrouvait congédié parce que là, la patronne disait, ben non, mais c'est une job pour un homme, puis si tu es un homme trans, bon, tu ne corresponds pas à la catégorie d'emploi. Donc, on voit ici tous les processus de discrimination qui sont mobilisés. Un peu la même chose pour Ousmane, là, qui est un homme resté, un homme noir, en fait, qui racontait que lui avait beaucoup de difficultés, en fait, à se retrouver dans les ressources d'hébergement parce qu'il était tout le temps confronté à des altercations avec d'autres hommes, d'autres usagers, en fait, des ressources qui manifestaient tout plein d'actes, de propos, en fait, racistes à son égard. Ça lui demandait, là, il mentionne un peu ici, là, de devoir confronter à l'occasion ces hommes-là pour essayer de leur faire comprendre que ben, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Là, c'est pas marqué dans la citation ici, là, mais ce que Ousmane nous explique, c'est qu'à un moment donné, ben, il faisait une sélection. Là, fait que, il n'allait pas dans n'importe quelle ressource parce qu'il avait l'impression que dans certaines ressources, les propos racistes étaient très présents et qu'il ne voulait pas être confronté à ça. Donc, il s'auto-excluait vraiment de certaines ressources d'hébergement. Oui. Alors, les expériences qu'on vient de décrire là, en lien avec l'étiquetage, la discrimination, ça a des impacts sur les hommes. Puis il y a deux grands éléments à retenir. En fait, d'une part, les jugements qui sont portés sur les hommes sont intégrés aussi par les hommes. Ce qu'on voyait dans les discours des participants qu'on a vus, c'est que ça arrivait qu'ils portent des jugements négatifs envers eux-mêmes. Ça arrivait aussi qu'ils portent des jugements négatifs sur les autres hommes en situation d'itinérance. Puis il y avait aussi un stress ou une anxiété à l'idée de vivre à nouveau des expériences d'étiquetage, de stigmatisation, de discrimination. Ça, c'est une chose. Mais d'autre part, cette intériorisation-là du stigmate est aussi influencée par le genre, par les attentes envers les hommes, par les normes de la masculinité. Puis encore là, c'est quelque chose qui revenait dans le discours des hommes, qui nous expliquait que le regard qui était porté sur eux, puis aussi leur interaction avec d'autres personnes, qu'elles soient ou non en situation d'itinérance, c'était vraiment influencé par le genre, par leur expérience du fait qu'ils étaient des hommes. On peut le... Ouais.
Donc, l'humiliation, la honte de se retrouver en situation d'itinérance, on parle d'un fardeau symbolique constant. D'une part, en fait, quand on parle d'itinérance, souvent, on va présenter ça, plutôt que de parler d'une situation de vie ou d'une situation que les hommes y vivent, ça va être présenté comme si c'était vraiment une caractéristique qui appartenait à l'individu, qui appartenait aux hommes. Souvent, ça va être, c'est ça, vraiment comme une caractéristique qui est intrinsèquement liée à la personnalité ou à la personne. Puis ça, c'est associé aussi à d'autres étiquettes, comme le fait d'être paresseux, le fait d'être irresponsable. Dans le cas des hommes, on va parler d'hommes qui ne se prennent pas en main, qui ne se mettent pas en action, qui font rien pour s'en sortir. Ou encore, on va se dire, ben, les hommes pourtant sont agentifs, ils ont du pouvoir, fait qu'ils doivent avoir fait quelque chose de pas correct pour se retrouver dans cette situation-là. Il y a quelque chose de suspect. Puis cette image-là qu'on se fait des hommes, ben, ils la portent finalement, puis c'est ça qui constitue finalement un fardeau qu'ils doivent porter. Puis c'est associé à de la honte. Puis le thème de la honte, c'est quelque chose qui revenait dans le discours des hommes. Soit ils nommaient clairement, là, je vis de la honte, mais des fois aussi, ils nous parlaient de situations ou d'événements qui ont été humiliants, où ils parlaient du fait de ne pas être fiers de certaines situations, de certains choix qu'ils ont faits. Ici, ben, par exemple, le fait d'avoir à quêter, il y a certains hommes que ils voyaient ça comme de l'humiliation. Pas tous les hommes, là, mais il y a une partie des hommes qu'on a rencontrés que l'idée de la quête, en fait, dans la masculinité hégémonique, on s'attend à ce que les hommes soient autosuffisants, soient autonomes, puis d'avoir à quêter pour subvenir à ses besoins, c'est comme si on vivait aux dépens des hommes, des autres, puis pour les hommes, c'était une situation humiliante. Il y avait aussi même des fois dans la façon d'occuper l'espace. Il y a un homme qui nous expliquait quand je suis assis dans l'espace public, puis que les gens qui sont domiciliés sont en transit, ils sont debout, donc ils sont dans une posture où ils me regardent de haut, puis ça vient comme confirmer que ces gens-là ont une situation de vie qui est supérieure à la mienne. Donc encore là, ils pouvaient vivre ça comme une forme d'humiliation. Tout ça, donc, c'est influencé par les interactions des hommes avec l'environnement, mais vu que les hommes l'ont intégré, ça va aussi influencer leur façon d'être avec les autres. Quand on voit, par exemple, le cas de Christian, là, la honte par rapport à ma situation, ma vie que j'ai fait, je l'accepte, il y a des choses que j'ai fait, mais pareil, je ne suis pas fière de ça. Quand même que j'ai fait vivre à mon fils, à ma blonde, à mes parents, tout l'entourage qui ont des conséquences de ma consommation. Puis là où je suis rendue aujourd'hui, 44 ans, j'ai rien. Oui, il parle là, du manque de fierté ou de la honte liée à sa consommation, mais aussi liée à sa situation de vie. Ça va teinter son interaction avec les autres, puis ça peut contribuer finalement à des expériences d'exclusion familiale ou d'autres groupes de soutien. Donc, le fardeau qui est porté va aussi influencer là, le soutien que les hommes vont recevoir. Il y a aussi la question de l'anticipation d'expériences de stigmatisation associées à la situation d'itinérance, donc un stress, de l'anxiété qui peut découler de la stigmatisation. Les hommes qu'on a rencontrés, ils ont vécu des expériences de jugement, comme on disait, souvent même à l'intérieur des services ou des ressources qui leur sont dédiées. Ils ont eu aussi des expériences de discrimination, par exemple, dans la recherche de travail, dans la recherche de logement. Même dans l'espace public, là, de se faire interpeller par la police. Donc, ils vont craindre de vivre à nouveau ces situations-là, ou en fait, ils savent qu'ils vont les vivre à nouveau. Pour les hommes au statut minorisé aussi, c'est particulier parce qu'en plus de cette stigmatisation-là qui est liée à leur situation d'itinérance, ils ont aussi vécu des expériences d'exclusion en lien avec leur statut minorisé. Donc, comme on disait tout à l'heure, que ce soit en lien avec le racisme, on a aussi des hommes qui n'ont tout simplement pas eu accès à certains services ou ressources, par exemple en lien avec leur situation de handicap. Puis là, on peut faire un lien aussi avec la question du stress minoritaire. Fait qu'on a ici un environnement social qui est stressant. Les hommes ont vécu justement là, des expériences de discrimination, par exemple. Ils ont une perception négative d'eux-mêmes. Puis là, il y a comme une rumination, puis une idée de Ah, je vais vivre à nouveau ces situations-là, comme dans le cas d'Antoine ici, qui dit Je dirais que les gars et la pression de la société qu'on a sur le dos, c'est pire que tout. La pression, c'est que, par exemple, quand je rentre dans une épicerie, je vais me faire regarder de travers, je vais me faire regarder tout le temps à cause des préjugés sociaux. Donc, il y a cette crainte-là quand ils rentrent dans un commerce. Puis, ce qui est intéressant aussi dans le propos d'Antoine qui revenait de la part d'autres hommes, c'est cette idée-là que ce serait différent comme pression pour les hommes, que les hommes n'auraient pas la même façon de vivre cette stigmatisation que les autres à cause des normes de la masculinité hégémonique, les attentes sociales aussi envers les hommes et ce que devrait être un homme. Donc, ici, ça vient interagir là, les normes en lien avec le genre, avec l'expérience de stigmatisation. On s'attend des hommes qui se prennent en main, on s'attend qu'ils soient autonomes, qu'ils soient forts. Puis lorsque les hommes sentent finalement un jugement qui est lié à leur situation d'itinérance, c'est pas juste un jugement sur l'itinérance, c'est un jugement sur le fait qu'ils ne sont pas des hommes adéquats. C'est qu'ils sont pas, leur façon de vivre leur masculinité, c'est pas celle qui est attendue, donc c'est comme un double jugement qu'ils vivent. On peut la changer.
peu dans le même sens, il y avait la question des hommes qui rapportaient avoir une image affaiblie d'eux-mêmes. Par exemple, Samuel, là, qui nomme se sentir un sous-homme. Donc, on parlait d'un fardeau symbolique que les hommes doivent porter, puis qui serait accentué ou amplifié par la perception. En fait, la situation d'itinérance serait la responsabilité de l'homme, puis qu'il y a une question d'ego dans tout ça. Les hommes à qui on a parlé, comme dans l'extrait de Robert, ils parlent de leur ego, de la nécessité pour les hommes de se montrer invulnérables, d'être forts, d'être autonomes, d'être indépendants, de ne pas être des victimes. Donc, lui, ce qu'il nomme, c'est souvent on a un gros ego, les gars, on veut s'en sortir tout seul à notre manière, on a besoin de personne. Quand ça ne marche pas, on peut tomber dans la honte, puis on ne veut pas en parler parce qu'on a honte, puis on se tape sur la tête. Donc, l'itinérance, pourtant, c'est un phénomène qui peut être expliqué par plein de facteurs, entre autres des facteurs structurels. Donc, on parle de pauvreté, les enjeux liés à l'emploi, à l'accès à des logements adéquats. Mais dans le processus de stigmatisation, on va vraiment s'attarder aux caractéristiques individuelles, puis un peu aux étiquettes aussi dont on parlait tout à l'heure. Donc, on va mettre ça sur la responsabilité des choix personnels, par exemple, le choix d'avoir consommé. Donc, on va s'attarder beaucoup à ce que la personne a fait de pas correct. Puis, ça devient la faute de la personne si elle se retrouve dans cette situation-là. Puis, ce qu'on comprend des récits des participants, c'est que l'idée de responsabilité individuelle dans le fait de se retrouver à la rue, c'est différent pour les hommes parce qu'ils seraient davantage perçus comme responsables de leur situation, puis eux-mêmes se perçoivent davantage comme responsables de leur situation. Ils ne peuvent pas être des victimes, il faut qu'ils soient autonomes. Donc, ça implique que s'ils sont dans cette situation-là, c'est parce qu'ils ont fait quelque chose ou pas fait quelque chose qu'ils auraient dû faire. Robert aussi il mentionne qu'il se tape sur la tête, donc il y a une culpabilité qui vient s'ajouter à tout ça, là, en plus de la honte, puis en lien avec les attentes qu'on a par rapport à lui. Dans le même sens, l'image de soi affaiblie, les hommes ne pas se sentir attirants, ne pas se trouver beaux, pas se sentir essentiels, utiles, manquer de confiance en eux-mêmes. Donc, encore une fois, c'est une expérience qui interagit aussi là, avec la question de la masculinité. Pour plusieurs hommes, par exemple, la perte d'emploi, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est vraiment c'est associé à un sentiment de ne plus être utile, de vivre au crochet de la société, d'être dépendant. Et tout ça, c'est encore une fois incompatible là, avec les normes de la masculinité hégémonique. Dans l'extrait ici, Samuel qui dit « Je manquais de confiance en moi, il me manquait comme de quoi. Des fois, j'ai compté des menteries, je me suis sentie tellement mal. Je m'identifie comme homme, mais je dirais un sous-homme, parce qu'on me voit comme sous-homme. C'est dans les commerces, ils ont tout le temps une manière de me parler qui ne parle pas pareil à la personne avant moi. C'est comme si j'étais un enfant. » Donc ici, on voit qu'il a quand même intériorisé aussi la façon dont on le perçoit. Là, les autres me perçoivent comme un sous-homme, donc moi, je me considère aussi comme un sous-homme. Puis lorsqu'il dit qu'on lui parle comme s'il était un enfant, mais encore là, un enfant, c'est pas un homme, c'est c'est quelqu'un qui est vulnérable, c'est pas ce qui est attendu de la masculinité. Puis, sur les stratégies de gestion du stigmate, comment préserver une image de soi. Encore une fois, c'est des stratégies qui sont influencées par le genre, par la masculinité, parce qu'ici, les hommes veulent à la fois gérer le stigmate associé à leur sentiment, à leur situation d'itinérance, mais aussi celui associé au fait qu'ils ne correspondent pas à ce qui est attendu de la part des hommes. Donc, c'est comme deux jugements là, avec lesquels ils doivent faire. On a identifié 3 grandes catégories de stratégies que les hommes mobilisaient. Donc, projeter l'image d'être fort, contrairement au fait d'être vulnérable, entre autres en rejetant l'étiquette d'itinérance. Il y a projeté une image de contrôle, donc un contrôle de soi, cette fois-ci en insistant sur comment la situation d'itinérance peut être un choix. Puis, ils projettent aussi une image d'autonomie, d'indépendance, en mettant de l'avant toute leur stratégie de survie, de débrouillardise, puis aussi les implications qu'ils ont. On peut le tourner. Donc, ne pas être itinérant, l'image d'être fort pour contrer la vulnérabilité. Une des stratégies, c'est de ne pas considérer sa situation de vie comme de l'itinérance. Donc, comme je disais, être vulnérable, ce n'est pas compatible avec la masculinité. Donc, en réponse à ça, il y a des hommes, par exemple, qui vont rejeter l'étiquette d'itinérance, comme le fait Patrick, qui dit tout simplement « je ne suis pas un itinérant ». Ici, c'est comme s'il y avait 2 catégories d'hommes. Il y a des hommes qui se retrouveraient en situation d'itinérance à cause de leur choix, un peu comme je disais tout à l'heure, que ça relève de l'individu. Donc, il y aurait les hommes qui ont fait les mauvais choix, puis c'est eux qui sont les itinérants. Contrairement à Patrick, que lui, il serait en situation d'itinérance à cause d'enjeux structurels. Donc, lui, c'est un gars qui ne passe pas au crédit. Donc, il se dissocie, en fait, de cette image-là de l'homme qui serait le gars irresponsable qui n'a pas pris les bonnes décisions. Lui, ça lui est tombé dessus. Fait qu'il y a vraiment une distinction entre lui et les autres. Même chose ici.
dans ne pas utiliser les services associés à l'itinérance. On a beaucoup d'hommes aussi qui voulaient se dissocier de cette idée-là de si je vais dans les ressources, je vais voler la place à quelqu'un qui en aurait vraiment besoin. Moi, j'ai des outils, moi, j'ai des ressources. Je ne suis pas comme les autres itinérants qui, eux autres, doivent avoir accès à ça parce qu'ils sont vulnérables, parce qu'ils sont démunis. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est démuni. Donc, on le voit entre autres dans le discours de Maxime. Ça ne m'intéresse pas ben, d'aller dans les ressources, là. Sinon, je vais me louer un appartement. Je n'ai pas envie d'aller veger dans une bâtisse avec des vieux croutons pour la plupart. Ce n'est pas des gens qui sont capables de faire ce que je fais là, peut-être. Je suis encore capable de faire ça et je le fais. Si j'étais plus vieux, en difficulté, probablement que j'irais là. Mais je ne vois pas comment ça pourrait m'aider à monter mon skill en survivaliste. Fait qu'encore une fois, il y a un peu une séparation entre les hommes qui, dans la perception de Maxime, dans les ressources, ce seraient des hommes qui seraient vieux, qui seraient faibles, qui manqueraient de compétences, alors que lui, ben, il est fort, il est capable de s'organiser dans la rue. Donc, il veut vraiment être. Il fait une distinction entre ces hommes-là et lui, et même qu'il dit la journée où je ne serais plus capable d'avoir cette force-là, ben, je vais me trouver un logement. Donc, moi, je ne suis pas comme ces gens-là, je me distingue d'eux. Moi, j'ai une force. Il y avait des hommes qui nous nommaient aussi. Moi, je vis bien de mon itinérance, je fais assez d'argent. Moi, je m'en tire bien, en fait, dans tout ça. Donc, je n'ai pas à aller vers les ressources parce que là, ça démontrerait une faiblesse et une incapacité à m'occuper de moi-même. On peut le changer. Sinon, la dernière, là, il y avait la force, il y avait il y avait la force dans le contrôle de soi, l'image de contrôle de soi encore qui est une caractéristique là, de la masculinité hégémonique. Pour certains, je le disais tout à l'heure, la quête, c'était vu comme quelque chose d'humiliant, mais pour d'autres, au contraire, c'est une façon aussi de montrer qu'ils sont capables de s'en sortir eux-mêmes, qu'ils sont capables d'être actifs, de faire quelque chose. Donc, ça va venir réduire Ah, je ne suis pas dans la bonne... M'excuse, je ne suis pas dans la bonne slide. OK, la question de l'image le contrôle de soi, c'est aussi la caractéristique de la masculinité hégémonique. Donc, on a Alain ici qui mentionne avoir choisi la rue, donc que c'est vraiment un choix de vie. Lui, ce qui avance, pourtant, dans ce qu'il nomme, là, ça fait un lien quand même avec des caractéristiques, des enjeux plus structurels comme l'accès au logement, la pauvreté, l'accès à un revenu décent. Mais lui, ce qui avance, j'ai choisi la rue parce que j'avais rien à payer. Ça ne sera pas chic-chic pendant 2 ans, mais au moins, je vais pouvoir repartir en neuf, retrouver mon autonomie, faire ce que j'aime, parce qu'en étant en logement, pareil, là, je n'arrivais pas. Donc, plutôt que de se dire, ben, en fait, je me retrouve en situation d'itinérance à cause d'enjeux structurels, lui, il projette une image de contrôle de soi en disant, j'avais 2 choix. Soit j'étais en logement, puis je n'arrivais pas, soit je reste en itinérance, mais au moins j'ai une autonomie financière. Donc, c'est vraiment présenté comme un choix de vie, finalement. Il y avait aussi des hommes qui nommaient, moi, je suis un marginal, je suis un vagabond, je suis un nomade. Donc, ça associait plus à une image de liberté. Moi, je ne serais pas... je ne veux pas avoir à subir le système ou faire partie de ce système-là. Je veux pouvoir choisir où je vais, quand je veux, comme je veux. On l'a aussi dans le discours de Maxime. Je suis un marginal, je ne fit pas dans notre système. Je ne sais pas pourquoi nécessairement. Ce n'est pas tout le monde qui est dans la même raison dehors. Moi, je n'aime pas bien le mécanisme de la société. C'est pour ça un peu que j'ai de la misère à m'arranger avec leur temporalité. Donc, lui, il se voit vraiment comme je ne cadre pas avec ce qui est attendu de moi. Puis moi, je suis en contrôle, non seulement j'ai fait le choix d'être en situation d'itinérance, mais quand je suis en situation d'itinérance, je peux faire mes propres choix, puis je ne suis pas soumis aux mêmes règles ou aux mêmes contrôles que les autres personnes. Puis enfin, le dernier qui est l'autonomie et l'indépendance. Donc, l'idée d'être débrouillard, l'idée qu'on est capable de se débrouiller seul, qu'on n'a pas besoin des autres pour nous soutenir. Je parlais de la quête tout à l'heure, justement. Donc, il y a des hommes pour qui c'était perçu comme quelque chose de plus humiliant, alors que pour d'autres, au contraire, c'est une façon de démontrer que quand je quête, quand je vais chercher de l'argent, ben, j'ai une autonomie financière. Je suis en train de mettre en place des stratégies pour m'en sortir. Je suis en train de faire quelque chose. Je ne suis pas passif face à ma situation. Donc, c'est associé à une certaine fierté. Puis on le voit par exemple dans le discours de Mathieu qui dit bien oui, je suis fier quand je quête parce qu'au moins je ne vole pas personne. Ça me rend fier. C'est ça que je me paye mon confort. Puis le monde, s'ils ne veulent pas me donner, ils ne me donnent pas. Puis je ne vole pas personne au moins, je ne vends pas de drogue. Encore une fois, on a un peu comme 2 catégories d'hommes. Il y a les hommes qui sont honnêtes, qui quêtent, qui peuvent être fiers de faire quelque chose, de se mettre en marche, d'être autonomes. Puis il y aurait les hommes qui ne pourraient pas être fiers parce que eux, leur stratégie de survie, ce serait par exemple de vendre de la drogue ou de commettre des vols. Donc Mathieu va se dissocier de la catégorie des hommes qui peuvent pas être fiers finalement parce que qu'est-ce qu'ils font n'est pas correct.
Il y avait un discours qui sortait beaucoup sur les implications dans les regroupements, dans les associations, qui est quand même intéressante, parce que dans une société patriarcale, on est vraiment axé sur, comme on disait tout à l'heure, sur l'emploi puis le travail rémunéré, en fait, pour pouvoir avoir une autonomie financière. Puis ici, dans le discours des hommes, c'est intéressant parce qu'ils retrouvent aussi ce sentiment d'autonomie ou de dignité à travers du travail qui est non rémunéré, donc du travail qui est bénévole, comme on le voit pour Bernard, qui dit, oui, tout ce qui est communautaire et politique, je fais que ça. Je ne peux pas travailler. Mon implication, c'est du travail, mais c'est tout bénévole. Mon job, c'est bénévole. Comme je dis, il y a des jours, il y a des semaines plus calmes, mais il y a des périodes de l'année où je suis hyper occupée. Donc, ce que j'aime, c'est que je redonne. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Bernard a obtenu de l'aide, mais c'est comme s'il avait remboursé finalement l'aide qui lui avait été accordée. Donc, il est comme, oui, mais moi maintenant, ce que j'aime, c'est que je redonne. Donc, on vient rééquilibrer. Je reste autonome. J'ai comme remboursé mon dû. Fait au travers de tout ça, il arrive finalement à regagner là, ce sentiment-là d'indépendance, même si son travail est non rémunéré. C'est bon. Fait que, ben, on va conclure tranquillement. Je vais dans un premier temps revenir sur les principaux constats. Puis après ça, Ariane va vous présenter là, les pistes d'intervention qu'on a identifiées là, avec les personnes qu'on a consultées là, dans le projet. Donc, les principaux constats, je pense, qui émergent vraiment de notre analyse, là, ça a été nommé tantôt, mais on le voit vraiment, là, les hommes font face à de multiples formes d'expériences de stigmatisation là, qui s'articulent entre elles constamment dans leur trajectoire de vie. Puis en même temps, ce que ça montre, c'est que c'est pas des expériences de stigmatisation aléatoires, là. Il y a vraiment quelque chose qui s'articule autour des rapports de genre. Euh, je pense qu'Ariane l'a très bien illustré là, dans l'analyse qu'elle a présentée. C'est comme si ces expériences-là, en fait, renvoient constamment aux hommes qui ne correspondent pas à une position sociale dominante, qui est cette position qu'on renvoie finalement au modèle hégémonique de la masculinité, en fait, que les hommes ressentent davantage, c'est qu'ils sont plus contraires, en fait, de ça. Ils se retrouvent dans des situations de défavorisation, ils n'ont pas d'emploi souvent, ils sont dans des conditions de précarité, peu d'amis, peu de soutien, pas vraiment en contact avec leur famille. Donc, c'est tout l'image, en fait, de cette représentation hégémonique de la masculinité. Ça avait des répercussions réelles là, sur les hommes. Là, la question de la honte, de l'humiliation qu'ils nous disent ressentir, qui se manifeste en fait sur cette idée là, de l'impression d'être considérés comme des sous-hommes et de se voir eux-mêmes comme des sous-hommes. Ça montre comment les rapports de genre, en fait, sont vraiment instrumentalisés puis vraiment enracinés finalement dans ce processus là, de stigmatisation. Ça, c'est pour faire vraiment du pouce sur l'idée aussi que Ariane le met tantôt. Là, il y a vraiment un fardeau symbolique. Là. La notion de fardeau symbolique, là, c'est pas nous qui avons inventé. Là. C'est un concept qui est assez connu là, en itinérance dans les travaux. Il y a un auteur, Fallujah, en fait, qui avait proposé cette réflexion-là il y a quelques années pour parler en fait du poids en fait de l'itinérance. Ce qu'on propose ici, c'est d'aller un peu plus loin et de se dire, ben, justement, ce fardeau symbolique-là est aussi marqué par des rapports de genre. Il ne faut pas l'oublier, en fait, parce que c'est ce rapport à la masculinité, en fait, qui est renvoyé constamment aux hommes et très présent, en fait, dans les témoignages qu'on a identifiés. L'autre constat qu'on veut mettre de l'avant ici, c'est que ces expériences de stigmatisation-là sont aussi couplées, associées, en fait, à des expériences de discrimination. Ça, en fait, ça constitue vraiment des barrières multiples, là, structurelles, institutionnelles, qui poussent les hommes en itinérance, mais qui les maintiennent aussi en situation d'itinérance. C'est vraiment des expériences de discrimination là, qui empêchent, là, qui limitent en fait les opportunités des hommes de se trouver, par exemple, des emplois, un logement dans certains cas. Ça devient des barrières supplémentaires qui écrasent finalement les hommes dans un contexte de précarité comme celui de l'itinérance. Et en même temps, d'un autre côté, ces barrières-là, structurelles et institutionnelles, poussent les hommes à mettre en place tout plein de stratégies, des stratégies de débrouillardise, qui vont pousser les hommes finalement à s'auto-exclure, souvent même des ressources, des services d'aide qui leur sont offerts. Puis là, ce qu'on voit, ce qu'on propose ici, c'est que cette auto-exclusion-là des services, c'est une stratégie aussi identitaire. C'est une façon, en fait, de renverser le processus de stigmatisation pour se donner, en fait, une image d'autonomie, de force, de débrouillardise qui correspondrait davantage à cette masculinité, finalement, hégémonique. Mais en même temps, là, on l'a pas trop analysé ici, là, mais
dans notre étude, on le voit bien, en fait, comment cette exclusion des services, mais ça l'aide pas toujours les hommes, là. C'est des hommes qui se retrouvent aussi exclus finalement des espaces de socialisation, des espaces aussi d'intégration sociale. Ça demande aussi de la part des personnes intervenantes de mettre en place tout plein de processus pour créer du lien, trouver ces personnes-là, créer un lien de confiance aussi par rapport à ça. Le dernier constat qu'on veut mettre en évidence ici, c'est que les hommes minorisés, en fait, de notre étude, font face vraiment à un double processus de stigmatisation. On le voit là vraiment, là, sont davantage fragilisés là, dans les témoignages qu'on a recueillis. On voit comment le stress minoritaire s'ajoute, complexifie la réalité là, des hommes en situation d'itinérance. Donc, tous les hommes, en fait, ne correspondent pas finalement à ce groupe dominant là, associé aux hommes blancs, hétérosexuels, cisgenres, sans handicap, mais se retrouvent pris dans ces rapports de stigmatisation supplémentaires et ces enjeux de discrimination en lien avec le stress minoritaire. Ça, en fait, ça fragilise vraiment leur trajectoire de vie. Puis même, on n'en a pas trop parlé ici aussi aujourd'hui, mais il y a vraiment comme un processus d'invisibilisation qui manifeste là, dans les ressources d'hébergement parce que ben, justement, les hommes les hommes minorisés sont peu présents dans les ressources. Ça fait en sorte que, ben, parce qu'ils ont peur en fait de vivre différents enjeux de discrimination. Puis les intervenantes ont l'impression justement que les hommes minorisés, ben, c'est pas tant la norme, c'est pas tant le standard en fait pour penser l'itinérance chez les autres. Puis il y a vraiment un cercle vicieux qui s'installe en fait en lien avec les processus de stigmatisation, de discrimination auprès des hommes minorisés. Donc, un enjeu vraiment d'essayer de revoir pour la suite. Pour les pistes d'intervention, la première, favoriser un accompagnement sensible et humain pour maintenir le lien de confiance. On a parlé tout au long de la présentation de tout le jugement négatif qui est porté sur les hommes, comment c'est intégré aussi par les hommes dans leur discours, le fardeau symbolique qui porte au travers de tout ça, le sentiment de honte, d'humiliation. Dans ce contexte-là, les hommes nous ont mentionné en fait qu'ils appréciaient avoir des rapports d'égal à égal avec les personnes intervenantes. Comme on le voit dans ce que dit Frédéric, là, ils se mettent pas. Ce que j'aime, c'est qu'ils se gardent à la même hauteur que nous autres. Ils se voient pas comme ils nous voient pas comme un vagabond. Ils se mettent vagabond pour être égal à moi. J'apprécie ça beaucoup. Donc, en fait, ce qu'on voyait, c'est, on parlait tantôt aussi d'expérience de jugement là, dans les ressources à cause des étiquettes de drogués, des étiquettes en lien avec la psychose, la maladie, puis ça a un peu brisé les liens de confiance. Puis ici, ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est de recréer le sentiment de confiance en humanisant les hommes aussi là, qui viennent dans les ressources. Ils ont besoin de se sentir humains. Puis autant ils ont intégré une image négative d'eux autres, quand on jasait avec les hommes, ce qu'on voyait, c'est qu'ils se reconstruisaient une image positive de soi par le lien qu'ils développaient avec les intervenants et intervenantes. Là. Donc, ils arrivaient à retrouver une image positive de même à travers le lien dans les ressources. La question de favoriser l'autonomie, l'empowerment des hommes pour favoriser leur pouvoir de décision. Ici, il faut faire attention. L'idée, c'est pas de retomber dans d'amplifier les normes de genre ou de les encourager ou de s'enligner à encourager des normes hégémoniques de faut que tu sois autonome puis que tu sois capable de te débrouiller seul. Au contraire, mais il y a quand même cette idée-là, en fait, que vu l'image négative qu'ils ont d'eux-mêmes, les hommes ont perdu confiance en eux, ils ont une image négative d'eux-mêmes. Donc, de les amener à voir aussi leurs forces, à voir leurs outils, puis les accompagner pour qu'ils puissent finalement avoir du pouvoir, pas sur les autres, là, mais du pouvoir sur leur vie, du pouvoir sur les décisions qu'ils ont à prendre. Donc, comme je dis, l'idée, c'est pas de dire aux hommes, maintenant, débrouillez-vous seuls. Là, on serait dans une injonction à l'autonomie où on les force à devoir faire leurs preuves puis montrer qu'ils sont capables, mais on va les accompagner pour mettre en valeur leurs forces. Comme ici dans le discours de Louis qui dit « C'est fou, c'est la première fois de ma vie que je me sentais entendue, pas jugée. » Puis en même temps, elle me montrait quelle étape j'étais en train de passer. Elle m'a montré mon cheminement, puis un peu comment le faire, mais sans m'imposer de façon de faire, me laisser le choix de faire ce que je veux. Donc, on reste dans, la personne peut faire cet homme-là peut faire ses propres choix, mais il n'est pas laissé à lui-même là-dedans. Puis il y a l'idée aussi de l'approche de non-jugement qui fait écho aussi à la première piste. Là. Les hommes ont beaucoup insisté là-dessus de ne plus se sentir jugés, du moins pas jugés négativement. Là. Ils ont besoin d'avoir une image positive d'eux-mêmes. Sinon, lutter contre les normes hégémoniques de la masculinité afin de favoriser le recours aux services. C'est un petit peu aussi ce que je viens de présenter.
Mais encore une fois, l'idée que les hommes doivent être invulnérables, doivent être forts, doivent être en contrôle, mais ça peut nuire au recours aux services. Puis, il y a des hommes dans les services et ressources, les ressources sont pleines, là. Donc, les hommes vont quand même vers les ressources, mais une fois qu'ils sont à l'intérieur des ressources, ça ne veut pas dire qu'ils vont s'ouvrir aux personnes intervenantes. Donc, nous autres, pour les inviter à s'ouvrir davantage, il faut justement lutter contre ces normes-là. On le voit dans le discours de Robert aussi. Maintenant, je vais voir les personnes pour demander de l'aide et c'est nouveau. Il faut que je me sente bien quelque part pour commencer à demander de l'aide au monde, tout ça. Je me suis tellement fait dire de me débrouiller dans la vie que ça m'est resté dans la tête. Sauf que quand le monde te facilite la vie comme ici, ça donne plus le goût de demander de l'aide. Ça fait écho à ce qu'on disait juste avant, en fait. Plutôt que de dire à Robert, ben, montre-nous que tu es capable, fais tes preuves, puis quand tu auras mis en place X, Y, Z, là, on va te donner des ressources. Ben, on commence par lui donner des outils, on commence par lui offrir de l'aide. Et là, tout d'un coup, ce qu'il dit, c'est ben moi, on m'a tellement facilité la vie, on m'a tellement aidé que là, ça m'a donné l'espace pour pouvoir mettre d'autres choses en place puis regagner une confiance en moi. Donc, c'est une des façons de lutter contre les normes hégémoniques. Quelque chose qui ressortait aussi dans le discours des hommes, il y en a qui disaient, tu peux pas montrer que tu as de la peine, tu peux pas montrer que tu es triste, tu peux pas montrer des émotions tendres à tes chums dans la rue, sinon tu risques de te faire violenter, tu risques de se faire agresser. Donc, on le voit qu'encore là, il y a comme des dynamiques de pouvoir. Si tu adoptes des caractéristiques qui sont associées à la féminité, ben, tu es en danger, là. Les autres hommes pourraient venir réagir à ça. Donc, dans les ressources, c'est aussi important de ne pas tolérer des propos de ce type-là ou des propos sexistes qui viendraient encourager là, un petit peu ces dynamiques-là. Puis, dans le même sens, empêcher toute action discriminatoire ou violente à l'égard des hommes au statut minorisé, qui revient aussi à ce que Philippe disait tout à l'heure. Il y a des hommes qui nommaient avoir vécu ou entendu ou été témoins de propos homophobes, de propos racistes dans les ressources, puis qui viennent à pu les utiliser parce que ce pas des lieux qui sont sécuritaires dans ce contexte-là. Là, ici, on a Ousmane qui dit, dans l'ordre de la rencontre du soir, la ressource est intervenue. Ça, c'était en lien avec des propos homophobes qui avaient eu lieu dans la journée. Écoutez, pas ici pour la discrimination, que vous soyez peut-être homosexuel ou non. Le Québec, c'est pas un pays qui se comporte ainsi. Il dit, c'est ça que j'aime beaucoup ici, donc la liberté de chacun. Mais ça ne peut pas empêcher quelqu'un d'isoler dans ses actes à lui, comme je vous l'ai dit. Alors, cet homme-là, il a vécu des propos racistes dans d'autres ressources, mais ce qu'il apprécie de cette ressource-là, c'est que quand il y a des propos comme ça, on intervient immédiatement, mais aussi auprès du groupe. Donc, c'est pas juste la personne qui a tenu les propos qui se fait aviser, là, tout le groupe, ça met un espace où les gens se sentent plus en sécurité parce qu'on voit que c'est pas toléré à cet endroit-là. Et là, ça devient plus facile finalement d'accéder à la ressource parce qu'on sait que quelqu'un va intervenir. Puis finalement, on vous propose le lien pour lire le rapport complet de recherche. Il y a 3 autres présentations aussi en lien avec le parcours des hommes en situation d'itinérance, puis aussi en lien avec le recours ou non-recours à des services par ces hommes-là. On a créé aussi des cartes postales en lien avec un peu, pour briser l'image qu'on parlait au début, là, de l'homme sur un banc de parc avec sa bouteille de bière, là, pour voir aussi d'autres visages qui existent. Puis, il y a un balado aussi sur la diversité des visages de l'itinérance chez les hommes. Merci beaucoup à vous deux. C'était très intéressant comme présentation. Merci d'avoir partagé là, plus spécifiquement les résultats des entrevues individuelles. Là, c'est le fun d'avoir le terrain des recherches. Là, ça amène vraiment un côté intéressant. Puis, ben, ça l'aide aussi vraiment à déconstruire là, l'image de l'homme sur un banc de parc avec sa bouteille d'alcool, effectivement. Donc, la parole serait à vous, public. Je vous invite